Bienvenue dans le débat de France 24. On va parler aujourd'hui de la guerre menée par la Russie en Ukraine, débutée, vous le savez, à grande échelle il y a 14 mois, entre attaques sur le drone, attaques au drone sur le Kremlin, appuyé hier par Moscou à Kiev, les sabotages qui se multiplient côté ukrainien, avant peut-être une grande offensive de chaque côté. On va bien sûr essayer d'analyser les faits, les contre-vérités également de ces derniers jours, essayer aussi de se projeter sur les prochaines semaines. Pour cela, je vous présente mes trois invités, à commencer par Sylvie Berman. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes diplomate ancienne, ambassadrice de France en Russie. Face à vous, le colonel Jérôme Pellistrandi. Bonsoir. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Défense nationale. Et puis, nous sommes en ligne depuis Kiev avec Tetiana Ogarkova, journaliste. Bonsoir, vous êtes responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center. Merci encore à vous trois d'être là. Avant de vous entendre, direction l'Ukraine, où nous y attend notre correspondant Gulliver Krag. Bonjour Gulliver, tout d'abord, quelles sont les dernières informations dont vous disposez sur la ligne de front ? Alors, la ligne de front, peut-être qu'on pourrait la diviser en trois parties. Il y a le sud, la région de Kherson, où il y a une bataille pour la delta du Dniepr, alors que les Ukrainiens ont repris le contrôle de la ville de Kherson, située sur la rive nord-ouest du fleuve, et les Russes toujours sont en contrôle de la partie sud-est de la région de Kherson. Il semblerait que pour le contrôle de la delta, qui est juste à la sortie de la ville de Kherson, il y a une bataille qui continue avec l'utilisation notamment de bateaux. Et puis il y a ces tirs sur la ville de Kherson qui ont provoqué la mort de plus de 20 civils hier, et c'est quasiment tous les jours que la ville de Kherson est ciblée. Donc il y a une sorte de bataille qui a lieu là, mais c'est pas vraiment là que la contre-offensive est le plus attendue. Et puis à la région de Zaporizhzhia, plus à l'est, et là il y a une ligne de front qui est complètement figée depuis plus ou moins depuis février 2022 en réalité, ou mars 2022. La ligne de front n'a pas bougé, mais ce n'est pas tranquille pour autant. On entend beaucoup moins parler parce qu'il n'y a pas d'avancée ni côté ukrainien ni côté russe, mais des villes comme Orhiv, Huliaipole par exemple, dans la région de Zaporizhzhia, juste du côté ukrainiens sont constamment ciblés par les roquettes, et je pense que c'est un peu une situation analogue dans les villes contrôlées par la Russie. Juste de l'autre côté, si vous voulez, Tokmak ou encore Melitopol où il y a une activité partisane pro-ukrainienne contre l'occupation russe. Mais après, c'est à l'est qu'il y a la partie de la ligne de front qui est restée très 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 active, même ces derniers mois, et où il y a eu cette offensive russe du début de l'année 2023 qui visait avant tout à prendre le contrôle de la ville de Bakhmout. Les Russes, ces dernières 2 semaines, ont avancé dans la ville de Bakhmout et ils contrôlent la plupart de cette ville, mais à un coût absolument énorme en termes de pertes humaines. Ils ont aussi tenté de prendre une autre ville contrôlée par l'Ukraine juste à côté de Donetsk, qui est occupée par les forces soutenues par la Russie depuis 2014, Avdiivka. Avdiivka est visiblement substantiellement détruite, un peu comme Bakhmout, mais sans que les Russes puissent afficher des avancées à l'intérieur de la ville qui reste sous contrôle ukrainien, même si la très grande majorité de ses habitants ont dû fuir, et les pertes matérielles sont terribles, et c'est pareil aussi pour la ville de Marinka juste à l'ouest de Donetsk. Voilà pour les avancées ou les destructions que les Russes ont arrivé à produire en ces débuts d'année, ces 4 premiers mois de l'année 2023. Rapidement, Gulliver, on ne reconnaît pas côté ukrainien les sabotages de ces derniers jours, que ce soit en Russie ou en Crimée. C'est une stratégie ? Il y a une stratégie, je pense, des Ukrainiens de cibler des cibles militaires ou des dépôts de pétrole en Russie. Il y a eu des bases aériennes qui ont été ciblées en décembre et encore en avril de cette année. Et il y a eu ce dépôt de pétrole aussi en Crimée, occupée, qui n'est fait pas partie de la Russie proprement dite. Là, il y a eu des dépôts de pétrole qui ont été ciblés, notamment à Sébastopol, aussi dans la région de Krasnodar, qui est en Russie proprement dite. Et là, la politique des Ukrainiens n'est jamais de reconnaître être à l'origine de ces attaques, mais ils ne nient pas non plus, ils ne nient pas catégoriquement, et très souvent des officiels ukrainiens ne vont pas cacher leur satisfaction à la nouvelle qu'il y a eu un incendie dans tel ou tel dépôt de pétrole, par exemple. C'est
pas du tout le cas avec ce prétendu attaque sur le Kremlin. Là, les dirigeants ukrainiens ont tout de suite nié catégoriquement être à l'origine de cette attaque parce que le Kremlin, ce n'est pas un cible militaire. Le but de l'Ukraine n'est pas de tuer Vladimir Poutine. C'est comme cela que Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, l'a dit hier depuis Helsinki. Merci beaucoup Gulliver pour tous ces éléments. Sylvie Berman, vous avez évidemment vu cette image de drone explosant au-dessus du Kremlin 24 heures après. Quel est votre sentiment? Tentative d'assassinat, opération de communication. En tout cas, les Russes accusent les États-Unis aujourd'hui de l'avoir commandité. Oui, ce qui est assez peu vraisemblable parce qu'on sait que les États-Unis ont toujours mis en garde les Ukrainiens justement contre des attaques en Russie, en particulier sur des cibles autres que militaires. Donc il y a évidemment des forts soupçons de coups montés en réalité qui justifieraient des attaques encore plus fortes, y compris contre le gouvernement, parce qu'on peut se référer à la déclaration de Medvedev qui dit qu'il n'y a plus d'autre solution maintenant que d'éliminer physiquement Zelensky. Tentative d'assassinat est d'autant moins vraisemblable. Bon, évidemment, ce n'est pas le but des Ukrainiens comme ils l'ont dit, que de toute façon, Vladimir Poutine ne dort pas au Kremlin. Et il est dans sa villa de Novogarievo et donc ces drones ont été envoyés à un moment où il n'y avait personne puisque c'était en pleine nuit. Quel intérêt pour les Russes du coup d'accuser Washington? En fait, si manipulation il y a, c'est à destination de l'opinion publique russe. Et donc, ça peut renforcer les Russes de penser que le Kremlin a été attaqué. Et pour eux, c'est d'une certaine manière moins déshonorant si c'est les Américains que si c'est les Ukrainiens. Donc je pense que c'est la raison. Et puis, ça mobilise un peu les ultranationalistes. Jérôme Pellistrandi, aujourd'hui, d'un point de vue militaire, qui a les capacités techniques d'envoyer un drone au Kremlin? Alors, il faut souligner, et on le voit sur les images, en considérant qu'elles n'ont pas été manipulées, que ce n'est pas du numérique en quelque sorte. Ce qu'on ne sait pas aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Mais d'ailleurs, ce qui est très curieux, c'est qu'on n'a pas d'image d'ailleurs des débris des drones, ce qui quand même laisse quand même perplexe. Bon. Quand on voit les images, visiblement, ce sont des petits drones, peut-être ayant un diamètre d'environ 1 mètre, 1,50 m. C'est du civil, c'est du militaire? En fait, c'est du civil. Ce sont des drones que vous pouvez acheter assez facilement. À un moment donné, on distingue en fait des mouvements de pales. Donc, visiblement, c'est ce qu'on appelle un quadricoptère. C'est exactement ce que l'on peut utiliser, par exemple, pour quand vous avez des matchs ou des compétitions sportives. Ça vous permet de voir d'en haut. Bon. Et on le voit bien. Visiblement, la charge qui était sur ces drones est quand même relativement réduite, et c'est pas ça qui allait endommager le Kremlin. Bon, en plus leur vitesse est réduite, en tout cas sur les vidéos. Donc ça veut dire que ce sont des engins qui ne viennent pas du territoire ukrainien. Il y a à peu près entre 700 et 1000 km en fonction de la distance par rapport au territoire ukrainien. Et donc, c'est absolument impossible que ce type d'engin parcourt une telle distance. Donc, ça veut dire que ce sont des engins qui ont décollé peut-être de la banlieue de Moscou. Donc, dans un environnement entre 30 et 50 km au grand maximum. Bon, voilà. Donc, d'ores et déjà, on voit bien que il n'y a pas d'intérêt militaire. Et pour les Ukrainiens, comme le disait très bien Sylvie Berman, les Américains, depuis le début, ont bien fait comprendre qu'il n'était pas question, en quelque sorte, d'aller frapper ailleurs que sur des cibles militaires. Alors oui, il y a eu des cibles militaires qui ont été touchées sur le territoire russe, mais bien militaires. Par exemple, des aérodromes militaires où il y avait les bombardiers Tupolev 160 ou Tupolev 95, qui servent à tirer des missiles de croisière contre l'Ukraine. Mais là, ce n'est absolument pas une cible militaire, donc on a beaucoup d'interrogations sur qui est le commanditaire. On l'a bien compris. Tetiana Ogarkova, comment vous avez réagi en apprenant la nouvelle hier et celle aujourd'hui sur Washington? Pas surprise finalement que le Kremlin puisse lancer une telle accusation?
Oui, en fait, on a reçu déjà tout cet accident avec beaucoup de scepticisme. Tout d'abord, les accusations d'une frappe ukrainienne visant à tuer Vladimir Poutine, et puisque ça nous paraissait tout de suite invraisemblable. Donc, très bien filmé, une vidéo qui circule, très bien filmée, avec deux silhouettes de deux hommes présents sur le dôme du Kremlin. C'était très suspect. D'ailleurs, l'événement a eu lieu durant la nuit. Et la vidéo a commencé à circuler beaucoup plus tard que mi-journée, le lendemain. Donc ça nous paraissait très suspect. Ensuite, les accusations qui sont suivies, on comprend cela plutôt dans le cadre de d'une volonté de l'escalade de la part de Moscou, faire semblant que non seulement, voilà, donc maintenant, étant donné que le lieu sacré du pouvoir russe, le Kremlin lui-même est attaqué, nous sommes capables de tout dans notre réponse. Donc, la veille de la contre-offensive ukrainienne, ça, on peut interpréter comme une volonté du Kremlin d'intimider en quelque sorte l'Occident et tout d'abord les États-Unis. Les accusations qui ont suivi, justement, d'accuser les États-Unis de cette frappe, ça va justement dans ce sens que voici, nous voyons frapper notre centre de pouvoir, alors nous sommes capables de tout. C'est une escalade verbale à ce moment-là qui vise justement à intimider le monde occidental la veille de la contre-offensive ukrainienne pour dissuader, pour faire peur, pour qu'il y ait moins d'armement qui arrive en Ukraine. Donc c'est plutôt une opération d'information à laquelle nous assistons. La Russie peut tirer un quelconque profit de cette éventuelle escalade, Sylvie Berman? Je ne suis pas sûre que ça s'inscrive dans le processus véritablement militaire avec l'Ukraine, parce que de toute façon, il y a des offensives russes avec un certain nombre de revers, donc elle n'a pas besoin véritablement de cela. Mais je crois que c'est véritablement à destination de son opinion publique. Et un message intérieur. C'est un message, oui, intérieur, parce que là, ils accusent les Américains. Les Américains savent très bien que c'est du pipeau. Jérôme Pellistrandi, une chose est sûre, vous vouliez peut-être ajouter un mot sur ça? Non, mais en fait, si en plus les Américains regardent de très près tout ce qui se passe au Kremlin. Bon, s'il avait depuis le début, à aucun moment, par exemple, les Américains, mais aussi les alliés européens, n'ont évoqué un changement de régime. On est obligé de faire avec Poutine quoi qu'il arrive. Donc je vois mal les Américains commanditer quelque chose qui relève de l'amateurisme. S'il fallait éliminer Poutine, c'est pas en tapant de nuit sur le Kremlin, alors qu'on sait qu'il ne vit pas au Kremlin. Donc c'est pour ça que effectivement, ça peut prêter à sourire, mais ce qui est inquiétant, c'est l'escalade verbale qu'il y a derrière. Une chose est sûre, les sabotages, eux, ont bien débuté côté ukrainien. L'offensive, finalement, a-t-elle déjà débuté? Alors c'est une question que tout le monde se pose. En fait, oui, cette contre-offensive, tout le monde l'attend. Le paradoxe, c'est qu'il y a quelques mois, on pensait que ce seraient les Russes qui relanceraient une offensive. D'où la contre-offensive ukrainienne. Voilà, au printemps. Or, très honnêtement, je pense que les Russes ne sont pas en mesure de lancer une offensive massive. En termes de matériel, en termes d'hommes? Voilà. Et je pense que ce qu'ils essayent de faire, c'est, hormis essayer de finir de conquérir Bakhmout, parce que ils contrôlent à peu près 85% de la ville, pour essayer de dire nous avons gagné la ville de Bakhmout, c'est de consolider la ligne de défense, protéger en fait ce qui a déjà été conquis en quelque sorte pour mettre devant le fait accompli. Et donc l'objectif militaire des Russes, c'est en quelque sorte que la contre-offensive ukrainienne échoue. Voilà. Mais l'inverse, je ne vois pas les Russes aujourd'hui se lancer dans une nouvelle offensive, dire après Bakhmout, prochaine étape, c'est par exemple Dnipro. Je pense qu'ils n'en ont plus les moyens. Maintenant, évidemment, tout le monde dit, bah oui, la contre-offensive ukrainienne, quand? En fait, on peut faire un parallèle historique, puisque on va fêter le 8 mai, enfin le 9 mai, qui date pour rappeler la capitulation de l'Allemagne nazie. Bah, c'est comme au printemps 1944. Les Allemands, alors à l'époque, les nazis savaient que le débarquement
aurait lieu. Le problème est de savoir où et quand. Et on est un petit peu dans la même situation, parce que bien entendu, il est hors de question que, même si Kiev dit la contre-offensive est prête, de dire nous allons attaquer à telle heure et à tel endroit. Tetiana Ogarkova, on parle évidemment depuis des mois de cette grande contre-offensive ou cette offensive ukrainienne. Pour l'instant, ce ne sont que des actions locales. Vous avez plus d'informations, vous qui êtes en Ukraine. Est-ce que le gouvernement communique dessus ? En fait, malgré le fait qu'on soit un peu plus près de la ligne du front, nous les civils, et même si on se déplace régulièrement dans les territoires déoccupés, trop près par exemple de Donbass, comme on a fait le week-end dernier, c'est pas pour autant qu'on sait plus que vous, puisque le secret militaire visiblement sont très bien gardés. Il y a très peu de signes que où et quand est-ce que ça va commencer, sauf que ce qui est vrai qu'on voit, sans préciser, voilà, beaucoup de mouvements de soldats, les va-et-vient vers les directions différentes, que ce soit sud et est. Et on voit sur les routes de l'Ukraine de matériel occidental, toujours sans précision, qui circule, qui va dans les directions qu'on ne connaît pas. Mais ce n'est pas pour autant qu'il y ait des rumeurs voilà, de où et quand ça va commencer, puisque visiblement le coup joué par l'armée ukrainienne en été-automne 2022, au moment où tout le monde parlait de Kherson, de la contre-offensive sur le sud, et finalement l'opération qui avait débuté aux alentours de la ville de Kharkiv, c'est-à-dire nord-est, ça a très bien joué. Justement, on a vu que les troupes russes n'étaient pas du tout prêtes à cette manœuvre. Justement, ça explique aussi le succès de cette opération. Donc, je crois que le commandant des forces armées ukrainiennes, Valéry Zaloujny, fait tout le possible pour que le secret soit vraiment, vraiment bien gardé, et non seulement de l'ennemi, mais aussi de tout le monde. C'est-à-dire qu'on assiste aussi à une sorte de guerre qui est vraiment filmée en temps réel dans les réseaux sociaux. Et donc, il faut vraiment faire très attention. C'est une guerre qui se passe devant les yeux, dans les téléphones portables de la planète entière. Tout le monde qui s'intéresse à la guerre en Ukraine peut voir des vidéos sur Twitter tout de suite, vraiment en temps réel. Donc, tout est fait pour qu'il n'y ait pas de fuite, pour qu'il n'y ait pas de connaissance directe de ce qui se passe et quel est déjà le plan et quelle sera la nature même de cette contre-offensive. On a tendance d'imaginer que ça sera comme peut-être pendant la Deuxième Guerre mondiale, les colonnes de chars qui vont essayer de briser les lignes de défense russes. Or, ça peut être tout autre chose. Ça peut être avec l'utilisation de l'artillerie à longue distance, comme nous avons déjà vu certains incidents avec les dépôts de pétrole qui sautent. Donc, ça peut être tout à fait autre chose. Nous, les civils en Ukraine, on en sait très peu. Volodymyr Zelensky était aujourd'hui aux Pays-Bas. Il a réclamé bien sûr plus d'armes, plus de munitions. Comment vous jugez le soutien européen à l'Ukraine? Il est suffisant selon vous pour mener à bien cette guerre, pour gagner cette guerre? Alors le soutien européen est très important puisqu'il y a eu des décisions communes et du financement commun de la part de l'Union européenne suffisant, dans le cadre dans la limite des possibilités de l'Union européenne. Il y a un problème de munitions et on ne peut pas donner plus que ce qu'on a. Mais il y a une aide très importante qui a été apportée. Et aujourd'hui, d'ailleurs, les Ukrainiens disent qu'ils ont reçu, je crois, 98% de l'aide qui avait été promise pour permettre la contre-offensive. Vous aviez des doutes sur l'offensive russe côté ukrainien, elle peut être imminente? Les armes sont là? Vraisemblablement. Les hommes Pourquoi? aussi? Parce que, en fait, il y a aussi le fait qu'il y a un facteur essentiel quand vous faites de la guerre qui est le temps. Donc, on est sorti de la période hivernale, on est sorti de la période de la Rapustitsa, donc en fait de la fonte des neiges qui fait que les routes sont impraticables. Il ne faut pas oublier que l'été et c'est une terre qui est continentale, donc l'été est quand même très chaud, ce qui veut dire que pour les soldats, c'est extrêmement pénible. Donc le créneau, il est maintenant. Alors, est-ce que c'est demain, le 9 mai, le 15 mai? Mais en gros, il y a à peu près, on va dire, 2 mois, avec une contrainte majeure. Comme le disait Sylvie Berman, c'est que, en fait, c'est un fusil à un coup. C'est-à-dire que les Ukrainiens ne peuvent pas de seconde chance. Voilà, il n'y aura pas de seconde chance. C'est-à-dire que, donc ça veut dire que la contre-offensive, au moment où elle va démarrer, on va quand même voir, comme dans toutes les grandes offensives, que ce soit celle de la même Première, Deuxième Guerre mondiale, guerre du Golfe, vous avez une préparation massive d'artillerie.
pas d'aviation ou très peu. Ça, c'est un handicap très réel pour les forces ukrainiennes. Et puis après, il va falloir aller sur le terrain, voir quelle est la zone la plus favorable, et avec les chars. Et il faut pouvoir exploiter. C'est-à-dire que si, au bout de 4 ou 5 jours, les Ukrainiens n'ont fait qu'une percée de 15 km, c'est raté. Voilà. Et donc, il faut qu'ils aillent jusqu'au bout. Donc, ça veut dire fixer un objectif qui peut être, par exemple, aller jusqu'à la mer d'Azov pour couper en deux le dispositif russe au sud. Bon, et donc, ça veut dire qu'il faut avoir derrière ce qu'on appelle, on a un premier échelon, c'est lui qui va engager la bataille, mais il faut avoir un deuxième échelon derrière avec des troupes fraîches, les munitions, le carburant. Donc tout ça, ça demande énormément de planification, de préparation, et bien sûr, dans le plus grand secret, sachant qu'il pourrait y avoir, bien entendu, des opérations de diversion pour faire croire voilà, que c'est à tel endroit, et ainsi de suite. Je reprends encore l'exemple historique du débarquement du 6 juin 1944, parce qu'il y a une forme de similitude. Même après le 6 juin 1944, Hitler était persuadé que le vrai débarquement aurait lieu dans le Pas-de-Calais. Donc là aussi, ce sont des éléments extrêmement importants, mais on voit que jour après jour, la contre-offensive va arriver, d'autant plus que il ne faut pas non plus prendre les militaires russes pour des imbéciles. Ils fortifient au maximum les terrains qu'ils ont conquis. Sur plusieurs lignes, d'ailleurs. Sur plusieurs lignes, pour rendre la progression ukrainienne extrêmement difficile. Donc, plus on attend, plus les Ukrainiens attendent, plus les Russes peuvent fortifier, miner et en quelque sorte sécuriser ce territoire qu'ils ont conquis. Tetiana Ogarkova, vous partagez ce constat. L'Ukraine jouera son va-tout lors de cette grande offensive ? Je ne suis pas un expert militaire, mais je pense que d'une manière générale, il serait dangereux de dire qu'on aurait justement une chance de contre-attaquer et après il n'y a plus d'armes, il n'y a plus de soldats, il n'y a plus rien, etc. Donc parce que ça voudra dire qu'on mise tout maintenant, donc c'est maintenant ou jamais. C'est une manière de penser très dangereuse parce que dans cette guerre, déjà comme dans toute guerre, il y a des choses imprévisibles. Je crois que la majorité des Ukrainiens comme les Occidentaux et les autres, les Russes aussi, on ne sait pas jusqu'où pourra aller l'armée ukrainienne aujourd'hui, mais ce n'est pas pour autant qu'on puisse permettre une idée que c'est à ce moment-là qu'on peut abandonner l'Ukraine, qu'on peut dire que voilà, Poutine a gagné, donc la Russie avait gagné, ils sont trop forts, on ne peut rien faire, nous avons épuisé nos arsenaux, nous avons épuisé nos armements, et donc ce n'est pas pour autant qu'il faudrait s'arrêter, il faudrait se décourager. Bien sûr, il faut élaborer du jour au lendemain, il faut se préparer. Je crois que c'est ça que font les troupes ukrainiennes actuellement. Je crois quand même que Valéry Zaloujny, en tant que chef des forces armées ukrainiennes, avait déjà démontré, et ceci à plusieurs reprises, depuis le février 2022, mars 2022, au moment où les troupes russes ont été chassées de région nord de l'Ukraine, et ensuite par l'opération de Kharkiv, par l'opération de Kherson, elle a déjà démontré les capacités d'une armée plus petite, moins forte, avec moins de matériel, avec moins d'hommes, de gagner des batailles. C'est-à-dire qu'on a très peu de doutes dans la capacité intellectuelle de notre commandant en chef des forces armées. Et donc, on a très peu de doutes non plus dans le courage de nos soldats ukrainiens qui ont aussi une raison très claire de faire ce qu'ils font, c'est-à-dire que la question de morale dans la chose militaire, elle est très importante. Il ne fait pas de doute que pourquoi nos soldats sont là où ils sont, pourquoi ils courent le risque d'être tués tous les jours. Donc, ceci ne se pose pas comme question, c'est très clair, c'est un objectif très clair et très légitime et très compréhensible. Donc, on ne peut pas être plus clair quand on défend sa terre, sa patrie, ses hommes, ses femmes, ses enfants. Tout ceci est très clair et on attend bien sûr une clarté aussi de nos partenaires que en cas de succès, mais en cas de succès relatif aussi, qu'il y aura le soutien plus tard aussi et qu'on faudra tenir jusqu'au bout, jusqu'à l'objectif qui était très fixé et aussi très clair de libération de tous les territoires ukrainiens et la restauration de la justice et la fin de cette agression absolument injustifiée, et cruelle et injuste et insensée aussi. Je vous voyais opiner du chef, colonel. Oui, il faut souligner la qualité, effectivement, comme très bien souligné, la qualité du commandement ukrainien. Alors, il ne faut pas oublier non plus qu'il dispose du renseignement fourni par les
les pays occidentaux, les Britanniques, les Américains, les Français, nous participons et c'est extrêmement important parce que c'est aussi ce qui fait la différence. Donc, qualité du commandement ukrainien, agilité et bien entendu, vous avez tout à fait raison, c'est les forces morales. Mais il est un fait que, par exemple, sur la consommation, par exemple, de munitions d'artillerie, on sait que les obus de 155 mm, c'est pas une application que l'on peut facilement développer sur un téléphone portable. Donc c'est ça ce que je voulais dire, c'est que, et on le voit bien d'ailleurs, l'Union européenne s'est organisée et s'organise pour soutenir dans la durée, mais il est un fait que entre le parc de chars, par exemple, disponible en Europe, il n'est pas extensible et que les 300 et quelques chars qui ont été livrés, s'il fallait les remplacer, c'est pas avant 2024. Hein. Donc voilà, c'est ça qui est un élément important. Il faut que cette contre-offensive marque un vrai succès, sachant bien entendu que il faudra continuer à soutenir l'Ukraine dans la durée. Sylvie Berman, c'est quoi aujourd'hui l'objectif des Ukrainiens? Reprendre les 15 à 20% de territoires qui ont été abandonnés aux Russes? C'est ça l'objectif? C'est l'objectif affiché par les Ukrainiens, c'est de récupérer la totalité de leur territoire. Les militaires américains pensent que c'est impossible. Le chef d'état-major américain l'a dit à plusieurs reprises, en particulier en ce qui concerne la Crimée. Donc, mais c'est logique, effectivement, que les Ukrainiens affichent cet objectif. De toute façon, il y a un premier bilan qui sera fait après la contre-offensive. Sur la Crimée, colonel? Extrêmement difficile, hein. Il faut être honnête. C'est-à-dire que l'objectif... Elle a été annexée en 2014, on le rappelle. Mais l'objectif, en quelque sorte, parce que pour le moment, en quelque sorte, le front, il est figé. Donc, ça pourrait durer extrêmement longtemps s'il n'y avait pas cette contre-offensive. Donc, l'objectif militaire, c'est qu'il y ait une bascule, un déséquilibre. Là, on est vraiment dans la théorie clausewitzienne la plus classique. C'est-à-dire une bascule qui oblige, en quelque sorte, les Russes de dire oui, on va peut-être discuter. Et après, on rentrerait dans un processus de discussion extrêmement complexe, extrêmement difficile. Mais tant qu'il n'y a pas ce déséquilibre provoqué sur le terrain, il n'y a aucune solution politique. Donc il faut qu'il y ait effectivement... Alors on pourrait dire, paradoxalement, victoire ukrainienne ou défaite ukrainienne. Mais... il faut qu'il y ait un déséquilibre sur le plan militaire. Et donc, bien sûr, il faut souhaiter que cette contre-offensive ukrainienne soit victorieuse et qu'elle permette à ce moment-là, effectivement, un déblocage sur le plan politique. Et pour les Russes, la mission n'est pas simple non plus. Il y a 800 km de front à défendre, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Et avec, il faut le souligner, une armée russe qui est quand même... qui est en échec depuis le début. Ils n'y arrivent pas. On voit bien, ils n'arrivent pas à prendre la ville de Bakhmout. Alors Bakhmout, pour moi, c'est à la fois Verdun et Stalingrad. C'est-à-dire c'est Verdun avec en fait la volonté d'attrition et l'autre côté Stalingrad parce qu'on est dans du combat urbain avec des pertes très importantes. La dernière estimation américaine est que les Russes ont perdu 100 000 hommes depuis depuis janvier 2023 en 5 mois, dont 20 000 morts en 5 mois. Par comparaison, l'Afghanistan, donc sur 10 ans, c'est 15 000 soldats russes tués. Là, c'est 20 000 en l'espace de 5 mois, ce qui est énorme. Et donc, l'armée russe, elle est pour le moment, on va dire, à la ramasse. Voilà donc pour l'aspect, en tout cas, militaire. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, lui, a réclamé aujourd'hui, depuis La Haye, la création d'un tribunal international spécial pour le crime d'agression. Il appelle de ses vœux une justice à grande échelle. On va l'écouter. Une seule institution est capable de répondre au crime originel, le crime d'agression. Un tribunal. Un tribunal, pas quelque chose d'hybride qui peut officiellement mettre fin au sujet. Pas un compromis qui permettra aux politiciens de dire que l'affaire est prétendument close. Mais un vrai, nous avons besoin d'un véritable tribunal. Une justice véritable et complète. L'idée d'un tribunal spécial, ce n'est pas forcément nouveau. Est-ce que ça a des chances d'aboutir aujourd'hui ? Alors, la Cour pénale internationale a été créée précisément pour mettre fin à tous ces tribunaux ad hoc.
Il y a eu des tribunaux spéciaux sur le Rwanda, sur la Bosnie, sur la Yougoslavie, sur la Sierra Leone, sur le Liban, et enfin sur l'assassinat d'Hariri. Et l'idée était d'avoir une justice pénale internationale. Donc théoriquement, le crime d'agression fait partie des prérogatives de la Cour, mais évidemment, c'est très difficile à mettre en œuvre. Et un certain nombre de pays, membres de la Cour, ne donneront pas suite en particulier à l'accusation contre Vladimir Poutine et ne l'arrêteront pas s'il va sur leur territoire. À commencer par les États-Unis, si j'ai bien compris. À commencer par les États-Unis, qui sont tout à fait contre un tribunal international qui, de toute façon, n'ont jamais ratifié le statut de Rome pour une raison très simple. C'est qu'ils ont commis des crimes de guerre en Irak, qui était aussi un crime d'agression non provoqué, non justifié et totalement illégal. Et par ailleurs, l'autre risque d'un tribunal ad hoc, c'est qu'en fait, ce soit un tribunal uniquement occidental et que la plupart des pays émergents considèrent que c'est une justice à la carte. Donc c'est très très sensible comme sujet. Tetiana Ogarkova, est-ce que vous êtes d'accord avec votre président qui réclame donc la création de ce tribunal spécial ? Oui, bien sûr, il faudrait ce tribunal-là, il faut plus largement, il faut essayer et arriver à traduire en justice la Russie pour déjà le crime d'agression. Il y a énormément de crimes de guerre qui ont été documentés, ce n'est plus secret pour personne, mais justement, le cœur de cette guerre, comme c'était déjà souligné par Valéry Zaloujny, je le cite souvent ce soir, commandant en chef de l'armée ukrainienne, il a dit ça d'une manière tout à fait brillante encore en décembre 2022, il a dit que le cœur de cette guerre est dans ce sentiment de l'impunité que la Russie a par rapport à toute la région. Je veux dire la Géorgie en 2008, Moldavie avec Transnistrie encore dans les années 90, l'Ukraine aujourd'hui. Donc il y a ce sentiment de l'impunité, de tout est permis en fait à la Russie, qu'on doit mettre la fin à cela. Et donc, sans procéder par le tribunal, sans passer par la restauration de la justice, par la traduction en justice de ce crime, par la reconnaissance de ce crime, sans la punition, on ne pourra plus avancer. Donc, parce que ce n'est pas la guerre pour les territoires, n'est-ce pas? On ne se bat pas uniquement pour les territoires, on se bat pour les principes du monde civilisé, qui comprend aussi les principes de frontières, les principes de la liberté, de la dignité humaine, de la vie elle-même aussi, parce que là, partout où passe l'armée russe, nous avons pu constater cela avec nos propres yeux quand on voyage dans les territoires déoccupés, c'est la mort. Donc là, le passage de l'armée ukrainienne, c'est la mort, la destruction, c'est l'apocalypse. Donc c'est en vertu de ces principes-là qu'on continue à vouloir faire cette guerre, et c'est bien sûr le retour de la justice qui serait la fin légitime et la fin réelle en fait de cette guerre. Colonel, pour traduire Vladimir Poutine en justice, il va falloir l'arrêter d'ailleurs. C'est inenvisageable, bien sûr, aujourd'hui. Oui, il faut être réaliste, ou alors il faudrait... Sachant qu'il ne quitte pratiquement jamais la Russie. D'une part, ou alors il faudrait en quelque sorte qu'il y ait une crise de régime, un coup d'État en quelque sorte, avec une autre partie. Mais très sincèrement, cela paraît extrêmement peu probable en tout cas. Par contre, il n'est pas exclu de traduire devant la Cour pénale internationale les auteurs de crimes de guerre. C'est documenté et ça, c'est extrêmement important. D'ailleurs, la France y a contribué pratiquement dès le début, lorsqu'on a vu les massacres de Boutcha. En parlant des généraux, peut-être ceux qui alors commandent. Peut-être les généraux, mais pas uniquement, parce qu'on le voit bien. Alors, il y a les généraux, mais il y a le commandement sur le terrain, parce qu'effectivement, comme ça a été souligné, la violence de l'armée russe est totalement contraire, entre guillemets, au droit de la guerre. Il y a des règles. Alors bien sûr, quand on fait la guerre, ça ne se fait pas avec des gants blancs, mais il est vrai que le comportement des unités russes est absolument condamnable. Bon, maintenant, le problème, c'est que Vladimir Poutine, il a aussi, en caricaturant, il a le bouton nucléaire, c'est le plus grand pays du monde en termes de superficie, donc c'est pas Milosevic en Serbie. Et il y a aussi la question de l'OTAN. Aujourd'hui, Volodymyr Zelensky, pardonnez-moi, elle a dit qu'il n'y aura pas d'intégration avant la fin de la guerre. On pouvait s'y attendre ?
D'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN. Oui. Non, bien sûr, c'est totalement impossible. Il demande des garanties, a priori. Hein. Oui, mais je pense que c'est pour le sommet de Vilnius. Je pense que ça serait important de donner des garanties très sûres à l'Ukraine. Comme quoi, par exemple? Mais ce n'est pas... les pays occidentaux savent faire, mais il faudra probablement aussi un accord avec la Russie à un moment donné. Mais entrer dans l'OTAN alors que c'est un pays en guerre, qui n'a pas de frontières sûres, qui est divisé, l'OTAN, c'est aussi accroître la force de l'OTAN et la sécurité de l'OTAN. Donc ça ne serait pas le cas avec une adhésion de l'Ukraine aujourd'hui. Sur cette question? Oui, c'est totalement prématuré, d'autant plus que l'Ukraine a déjà alors, outre le défi militaire actuel, elle a un autre défi qui est l'intégration dans l'Union européenne, puisque l'Ukraine est officiellement candidate. Or, il y a encore déjà l'intégration va prendre du temps, parce qu'il y a un certain nombre de critères à remplir, la réforme de la justice, la corruption, enfin, tout mettre aux normes. Donc, ça, c'est plus pour l'Union européenne. Oui, bien sûr, mais c'est aussi extrêmement important. Donc, je pense qu'aujourd'hui, dans le cadre actuel, Volodymyr Zelensky est pragmatique. Il sait qu'aujourd'hui, il n'est pas question d'une intégration dans l'OTAN. Il préfère, et à juste titre, en quelque sorte, regarder plutôt sur l'intégration politique au sein de l'Union européenne et qui prendra du temps, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière, il y a la problématique de la reconstruction de l'Ukraine et pour lequel il faudra des financements importants. Et là, ce n'est pas l'OTAN, mais c'est plutôt l'Union européenne. Tetiana Ogarkova, on le sait, l'Ukraine veut intégrer l'Union européenne. Qu'est-ce que ça peut changer pour vous, par exemple, au quotidien, cette intégration ? L'intégration à l'OTAN est une question majeure en fait de cette guerre. On est convaincu que si en 2008 il n'y avait pas cette décision qui dans cette rétrospective historique est absolument erronée de ne pas donner l'espoir à l'Ukraine de rentrer dans l'OTAN, il n'y avait pas cette guerre. Comme toutes les menaces qui ont été faites par la Russie, par Vladimir Poutine à l'OTAN avant justement cette grande invasion russe, encore en décembre 2021, que l'OTAN devrait rentrer dans les frontières de 97, il y avait énormément de menaces, mais le moment où Finlande et Suède ont été devenus candidates et après, ils vont devenir les membres de l'OTAN, rien ne se passe puisque Vladimir Poutine n'ose pas et n'osera jamais attaquer un pays membre de l'OTAN. Si l'Ukraine avait une perspective très claire de l'adhésion à l'OTAN au plus vite possible, donc ça ne pourrait qu'arrêter justement l'agression de Poutine, parce que c'est justement le statut neutre que l'Ukraine avait durant 2013-2014, ce qui a permis à Vladimir Poutine d'annexer sans problème et sans beaucoup de bruit, et avec quelques sanctions bien sûr, mais pas plus que ça, la Crimée est annexée et occupée une partie de Donbass, de la région de Donetsk et Lugansk. Donc Vladimir Zelensky a dit très clair, bien sûr pendant la guerre, ça peut être hors question que d'adhérer à l'OTAN, mais après la guerre, et donc ce qu'on veut entendre d'ici un mois et demi, lors de prochains sommets, c'est qu'après la guerre, il y aura une perspective très claire de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, et on est aussi convaincu que l'OTAN bénéficiera en fait de la présence de l'Ukraine, de cette armée qui n'est pas une armée théorique, mais c'est une armée absolument pratique avec cette expérience de guerre sur le terrain contre la Russie. Tout le monde pourra bénéficier de la présence de l'Ukraine à l'OTAN après la guerre. Vous partagez le sentiment de madame ? En tout cas, ce n'est pas partagé par tous les pays, et en particulier l'Allemagne, la France aussi, n'y sont pas favorables. Quels sont les freins ? Les freins, c'est que c'est un pays qui est encore une fois en guerre. Et mais un pays allié ? Pardon ? Un pays allié ? Un pays allié, mais le jour... D'abord, on ne sait pas quand la guerre se terminera, on ne sait pas comment elle se terminera. Et je rappelle que la Russie occupe toujours 20% du territoire, qui n'est pas garanti que l'Ukraine parvienne à chasser tous les Russes du territoire ukrainien. Et encore une fois, ça ne renforcerait pas l'alliance. C'est vrai que ce sont des soldats aguerris, courageux, mais ça ne suffit pas pour être membre de l'Alliance. Alors on a quelques questions de téléspectateurs qu'on peut vous poser. La première, elle est pour vous. Si l'Ukraine était davantage aidée militairement, pourrait-elle gagner la guerre dès cette année ? Alors déjà, il faut souligner que l'Ukraine est très aidée militairement.
Quand on regarde... Notamment par les États-Unis. Les États-Unis, mais aussi les pays européens, quand on regarde tout ce qui a été transféré. D'ailleurs, souvenez-vous, il y a quelques semaines, il y avait des débats, y compris en France, en disant, mais notamment, je pense, par exemple, lorsqu'on a transféré des canons César qui sont extrêmement utiles. 12 plus 6. Oui, et en fait, on a un tiers de nos canons César qui ont été transférés à l'Ukraine. Donc, on va dire, en quelque sorte, au détriment de nos propres besoins militaires. Donc, l'effort, il est extrêmement important. Alors, bien entendu, il est clair que, par exemple, on dit, oui, il n'y a pas eu de chars Leclerc transférés en Ukraine. Pourquoi ? Parce que notre parc de chars est relativement réduit. Et derrière, il y a un problème logistique. C'est extrêmement compliqué, quand vous avez différents types de matériel, d'avoir les bonnes pièces au bon endroit. Donc, en discussion entre donc le ministre ukrainien et Sébastien Lecornu, notre ministre des Armées, ce qui a été transféré est particulièrement utile et important. Lorsque l'on transfère des MX-10RC, ces mêmes véhicules que nous avons d'ailleurs projetés en Roumanie et en Estonie, c'est un signe significatif. Donc, dire qu'on pourrait faire plus, on a déjà fait énormément. Et ce qui est important, c'est que l'Union européenne s'inscrit dans la durée. Le commissaire breton, Thierry Breton, l'a rappelé, par exemple, sur la production de munitions d'obus de 155 mm. Là encore, ça demande du temps. Il faut remettre en place des chaînes industrielles, parce qu'il faut effectivement reconnaître qu'avec les dividendes de la paix, nous avions baissé la garde. Donc tous les stocks qui étaient disponibles, ils ont été en grande partie transférés vers l'Ukraine. Donc oui, l'effort est conséquent et il va se poursuivre au-delà de la contre-offensive, comme on le disait, pour offrir des garanties de sécurité à l'Ukraine. Sur le soutien de la France aide-t-elle suffisamment l'Ukraine sur le plan militaire ? Aujourd'hui, c'est plus diplomatique. Enfin, c'est diplomatique et militaire, mais le soutien diplomatique est très fort. Militaire un petit peu moins que les autres partenaires. Sur le plan militaire, d'ailleurs, c'est plus au général de répondre qu'à moi, mais je crois qu'il y a sur le plan diplomatique, en tout cas, qui a été un effort qui a été très important, en particulier donc avec ces fameux canons César qui sont très appréciés par les militaires ukrainiens. Et sur le plan diplomatique, le soutien est très clair. Il y a aussi un point important, c'est qu'une partie de l'aide n'a pas été communiquée. Parce que, oui, en face, il y a la Russie. Donc, on ne va pas dire qu'est-ce qu'on a transféré comme matériel. Il y a aussi tout cet aspect non visible qui est essentiel. Lorsque l'on assure la formation de militaires ukrainiens, que ce soit en France, en Espagne, en Allemagne, en Pologne, c'est aussi contribuer. Parce que ce n'est pas le tout de transférer du matériel. Il faut transférer le matériel, mais il faut aussi les compétences, la formation. Et ça, c'est aussi un élément extrêmement important. Et ce qui fait que la France a énormément contribué et elle va continuer à fournir. Mais je rappelle qu'il y a quelques jours, le secrétaire de l'Autotransport ou le ministre Clément Beaune était en Ukraine. Et lorsque l'on va transférer des milliers de tonnes de rails de chemin de fer, c'est aussi une aide très concrète, à la fois à l'effort de guerre, mais aussi à la reconstruction de l'Ukraine. Et c'est déjà la fin de ce débat. Merci, colonel, d'y avoir participé. Merci, madame Berman. Merci, madame Ogarkova, en direct depuis Kiev. On va marquer une courte pause et Paris Direct revient dans 5 minutes sur France 24. Austérité,